qu'est-ce que tu penses de ceux-là qui n'ont pas nécessairement eu de très bonnes notes pendant leur parcours universitaire, euh, qui n'ont pas été dans un parfait ou excellent classement à l'université et qui sont âgés et qui souhaitent postuler à EMS? Qu'est-ce que tu donnerais comme recommandation à des profils comme ceux-là? Et pas nécessairement EMS, mais disons de façon générale qui souhaitent juste postuler à des bourses d'études. Est-ce que tu aurais une recommandation pour améliorer leur profil? Hmm. Bon, si c'est dans la situation que les notes sont déjà là, tu peux plus changer les notes naturellement. Et si je me mets dans la peau de ceux-là et que je voudrais postuler à une bourse, je jouerais beaucoup plus sur ma motivation et mes capacités non techniques. C'est-à-dire, parce que même nous qui avons des notes qui sont qualifiées pour obtenir une bourse, il y a en fait un autre niveau qu'on juge la motivation. Donc moi, je jouerais beaucoup plus sur ma motivation. La manière avec laquelle j'écris, par exemple, une lettre de motivation, je vais beaucoup plus m'appesantir sur le pourquoi est-ce que je pense que je suis qualifiée pour cette bourse-là. Plutôt que m'attarder à dire que j'ai eu une licence en tel, j'ai eu un master en tel et tout et tout. Je ferai beaucoup plus en sorte que on puisse ressentir la différence qu'il y a en moi, contrairement aux autres. L'interview que vous êtes sur le point de regarder entre dans le cadre d'une formation complète sur les bourses d'études. Je suis Nathan Tioko, étudiant en doctorat en intelligence artificielle à Polytechnique Montréal, sous une bourse d'études totalement financée. J'ai par le passé obtenu également une bourse d'études totalement financée de la Mastercard Foundation dans le cadre de mon master en Data Science à la prestigieuse Institut africain des sciences mathématiques, encore appelé EMS. Mais à côté de ces principales bourses d'études, j'ai également eu une série de bourses d'études pour des écoles d'été, d'aucunes qui m'ont fait voyager pour Johannesburg en Afrique du Sud. Et ceci dit, je ne suis pas un génie, je ne suis pas un premier de la classe, mais grâce à des principes bien précis et à l'aide de Dieu, j'ai pu obtenir ces bourses d'études successivement, bien sûr avec des échecs. Mais le plus important, c'est de comprendre que être premier de la classe n'est pas tout simplement ce qui nous garantit l'obtention des bourses d'études. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, vous comprendrez des témoignages des personnes qui ont obtenu des bourses d'études sans toutefois être des premiers de la classe. Et venant d'un système francophone, pendant mon parcours, j'ai réalisé que nous sommes très limités en termes de connaissances ou d'informations pour tout ce qui est des bourses d'études, notamment parce que ces opportunités se présentent principalement en anglais. Ceci dit, plusieurs personnes dans le système francophone passent à côté de ces opportunités. Dans le désir donc d'aider plusieurs personnes, plusieurs jeunes de ma communauté, principalement francophone et africaine, je suis allé à la rencontre de plusieurs étudiants de partout le monde qui bénéficient des bourses d'études totalement financées, principalement en master et en doctorat. Ceci dit, j'ai rencontré des étudiants de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique et même d'Afrique qui essayent de collecter les expériences qu'ils collectaient, voilà leurs approches, des méthodes qu'ils ou elles ont employées pour obtenir des bourses d'études. J'ai condensé tout cela dans une formation que je vous présente dans la description. Je vous prendrai pas à pas, minutieusement, étape après étape, sur comment obtenir ces bourses d'études-là. Éventuellement, on verra ensemble comment écrire vos CV, écrire des lettres de motivation, obtenir des lettres de recommandation et des meilleures approches, des meilleurs emails pour contacter des enseignants. Bref, sans plus tarder, je vous laisserai les détails dans la description. D'ici là, bon visionnage. Salut Brenda. Salut Nathan, comment tu vas? J'espère. Je vais très bien, merci. Je vais très bien. Enfin, j'ai la possibilité de discuter avec toi. Merci Mm. pour ton temps, merci pour ta disponibilité. On a eu du mal à finalement fixer ce rendez-vous. Ouais. Cette vidéo, bien ce métier, a pour objectif principalement de partager ton parcours avec des jeunes qui nous regardent depuis l'Afrique et qui n'ont pas nécessairement eu les opportunités qu'on a eues. Toi particulièrement, tu as fait tes études à l'université de Chang
Ensuite, tu as obtenu une bourse d'études à l'université, du moins à EMS. Nous étions du même batch. Et ensuite, tu es actuellement sous une bourse d'études à EMS Research and Innovation Center au Rwanda. Et partager ton parcours, je pense, pourra inspirer des jeunes et donner cette nouvelle perspective à des jeunes qui pensent que des bourses d'études n'existent pas, de se dire que il y en a des opportunités et peut-être que vous ne cherchez pas juste au bon endroit. Alors, je vais juste te laisser le soin de nous introduire, de nous dire qui est Brenda Anage. Ok. Euh, Brenda Anage, c'est une fille ordinaire comme toutes les autres d'abord. Il n'y a pas rien de formel. Je ne dirais pas cela. Te connaissant, en tout cas, je ne dirais pas cela. Mais vas-y, je t'en prie. Ça, c'est ton point de vue. J'ai fait mes études secondaires à Douala, où j'ai obtenu un baccalauréat C en série scientifique. Et par la suite, je suis allée à l'université de Tchang, où j'ai fait 5 ans, ayant obtenu une licence en mathématiques informatiques et un master en mathématiques appliquées en 2021. J'ai eu le baccalauréat en 2016. Donc, après l'obtention de mon master à l'université de Tchang, j'ai obtenu une opportunité à IMS Cameroun où je devais poursuivre un autre master en Mathematical Science. Et j'ai donc fait IMS Cameroun de 2021 à 2022. Et étant à IMS Cameroun, je faisais maintenant dans la data science. So, après avoir obtenu un master en mathématiques appliquées, je suis arrivée à IMS Cameroun avec mon background en mathématiques et j'ai plutôt été admise en data science. Et par la suite, j'ai donc terminé à IMS Cameroun en 2022, juin 2022. Et en octobre de la même année, 2022, j'ai obtenu une opportunité de PhD à Quantum Leap Africa, qui est une institution sous la supervision de IMS Research and Innovation Center, qui est actuellement le 6e centre du IMS Global Network. Et actuellement, j'ai commencé donc mon PhD en décembre 2022 jusqu'à présent. Et je fais un PhD en data science toujours. En data science, est-ce que c'est des data science reliées à la physique qui est ton background que tu as fait par le passé? À la physique? Oui, est-ce que c'est data science combiné à la physique ou c'est purement de la data science? Oh, la mathématique, tu veux dire? C'est de la data science reliée, oui, à la mathématique que j'ai fait avant. C'est une sorte de combinaison entre le côté numérique et aussi le côté théorique que j'avais déjà en sortant de l'université de Tchang. Donc, durant ce PhD, j'arrive à combiner les deux notions que j'ai eu à apprendre, both à l'université de Tchang et à IMS Cameroun aussi, avec les cours préparatoires qu'on nous a donnés. Okay. Mais le programme, en réalité, on l'appelle Data Science, mais moi, mon travail particulier, c'est une combinaison des deux. J'apprécierais que tu nous flashes un peu sur ton sujet de recherche actuellement. C'est vrai que tu nous as donné de façon succincte un parcours très bref, mais on entrera davantage dans les détails. Mais en quelques mots, partage-nous ton sujet de recherche actuellement. C'est basé sur quoi? En termes techniques ou non techniques? Well, disons en termes relativement techniques, parce que vers la fin, on pourra entrer davantage dessus. Donc, de façon technique, qu'est-ce que ton sujet de recherche, sur quoi est-ce que ça porte ton sujet de recherche? Ok, mon sujet de recherche consiste de manière simple, à résoudre les problèmes qui sont décrits par les équations aux dérivées partielles en utilisant les réseaux de neurones. Basically, oui. Je dirais que ça, c'est pas assez simple, ça, c'est assez technique. Mais quoi qu'il en soit, on entrera dans les détails dessus. On entrera dans les détails dessus. J'ai fait de mon mieux.
De toutes les façons, on entrera dans les détails dessus. Donc, dis-moi, Anagé, tu as dit que tu as eu ton baccalauréat C à l'université à Douala, je dirais, et ensuite Oui. tu es allé à l'université de Chang. Pourquoi quitter de Douala pour l'université de Chang? Il y a l'université à Douala, il y a l'université à Yaoundé. Pourquoi l'université de Chang en particulier? Hum, pourquoi l'université de Douala? Bon, quand j'ai eu le baccalauréat, j'étais très jeune, très petite. Et donc, mes parents estimaient que je ne pouvais pas m'en sortir à l'université de Douala compte tenu de l'effectif. Et aussi, à ce moment, l'université de Douala avec cette réputation que tu peux composer, les notes ne sortent pas, bref, qu'il y avait une sorte de désordre. Et donc, c'est pour éviter cela que ils ont préféré m'envoyer à l'université de Chang, où d'ailleurs ma grande sœur était déjà une étudiante. Elle fréquentait déjà là-bas depuis près de 3 ans. Donc, ils ont estimé que ça serait mieux d'être avec quelqu'un connaît déjà le milieu, qui connaît déjà le milieu, Non. quitte à ce que je puisse avoir un meilleur guide, au lieu de me retrouver toute seule à l'université de Douala où je dois encore me battre à m'adapter et tout et tout. Donc, Mais l'adaptation justement à l'université de Yaoundé était comment? Est-ce que c'est de Tian, pardon. Comment c'était? Est-ce que c'était pas aussi difficile par rapport à ce que tu aurais entendu de l'université de Douala? l'adaptation à l'université de Tian n'était pas difficile parce que quand je suis arrivée, j'ai eu, j'ai eu la chance que j'ai eu à discuter avec plusieurs aînés qui m'ont expliqué carrément presque tous les challenges auxquels je devais faire face, surtout que je devais faire mathématiques et info. Ils m'ont fait comprendre comment est-ce que tu dois être active, comment est-ce que vous avez l'habitude d'avoir les cours, tu dois te préparer à sortir de la maison tôt, aussi bien que psychologiquement, je crois que j'étais franchement préparée pour commencer Préparé. l'université. Oui. Par Super. contre, Cela, oui, oui. par contre, à l'université de Douala, je n'avais pas des aînés là-bas. Donc, si j'allais à l'université de Douala, je devais me retrouver en train d'apprendre tout par moi-même. Et je crois que ça aurait été une expérience assez différente. Cela dit que l'accompagnement ou bien l'aide des aînés que tu as eu à l'université de Chant t'a permis considérablement de non seulement facilement t'adapter et justifierait d'une certaine façon ce succès que tu as eu à l'université de Chant, je présume. Oui. Comment est-ce que tu décrirais en niveau de difficulté ton parcours à l'université de Chang? Est-ce que c'est un parcours challengeant? Parce que faire maths info en tant que femme, c'est pas si commun. J'ai fait maths info à l'université de Douala et j'avais pas tant de collègues ou bien de camarades femmes. Donc, comment était l'environnement là-bas? Hmm. Ah, je dirais que déjà, je vais diviser ça en deux, licence et master. Ok. L'expérience en licence, elle était différente de celle du master. En licence, nous sommes assez nombreux et il y a plusieurs filles comme toi. Donc, ce qui fait que tu ne te sens pas marginalisée. Il y avait plusieurs filles dans le cursus de licence et les différents challenges auxquels on était confrontés, c'était généralement la durée des cours. On avait cours, par exemple, de 6 heures jusqu'à 20 heures, voire même 20h30. Donc, étant une fille, Et ainsi chaque jour, bien. oui, oui, on fréquentait même le dimanche parfois. C'était Il faut chaque dire jour. que le parcours à l'université de Chiang était particulier parce que à l'université de Douala, on avait à peine des cours et encore mieux lorsque l'enseignant se pointait, c'était gloire à Dieu. Amen. On Oh, pouvait passer des semaines sans que l'enseignant même ne vienne. Et pour celui-là qui est venu, je ne te dis pas comment le contenu du cours est. Il pourrait donner. Well, je ne veux pas courir le risque d'être avocat du diable dans cette histoire, mais je suis en train de dire des faits, tu vois. oui. À t'écouter parler, ça laisse à croire qu'il y a une certaine assiduité dans le parcours académique à l'université de Chang. C'est bien le cas, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bien le cas parce que dès la première année, dès le début d'année, il y a un certain calendrier à respecter. Et donc, il y a même le planning des cours. Donc, quand tu prends le planning des cours le premier jour, tu te dis, ah oui, ce jour-ci, là, on est libre, on a cours peut-être 3 fois. Mais tu te retrouves en train de faire cours toute la semaine.
Parce qu'ajouter à ça, il y a des Ok. professeurs qui programment les cours, voire 4 heures. On faisait parfois des cours de 6 heures. Et après les cours, il y a des séances de travaux dirigés. Il y avait toujours des travaux dirigés. Donc, c'est pour ça que en une journée, c'était plein. C'était carrément plein. Tu fais cours, tu fais les TD, tu fais cours, tu fais les TD et tout. Vu que directement après les cours, ça devait suivre avec les CC et ensuite avec la normale. Il y avait pas de période de Il n'y repos. avait pas de C'est- répit. Mhm. Oui, oui, il y avait pas. C'est la raison pour laquelle les professeurs généralement mettaient beaucoup plus, ils poussaient beaucoup plus dès le départ. Quitte à ce que dès lors que la période de la session normale approche, qu'on se trouve plus en train de faire les travaux dirigés pour mieux assimiler les cours, plutôt que être encore en train de faire les cours. C'était un peu ça la Mais ça, c'est logique. en, ça, c'est en licence. Fun fact, j'aime souvent demander cela. Nous, en informatique spécialement, pas en maths info, nous étions environ 700 à entrer et nous sommes Ouais. sortis 17 après 3 ans. Donc, qui avons obtenu la licence après 3 ans, 17. À peu près, quel était le ratio à l'université de Chang à ton époque? Bon, on a commencé les 2 premières années en mathématiques informatique, mais en troisième année, on devait choisir soit entre faire la mathématique ou l'informatique. Donc, on a naturellement, il y avait plus d'effectifs en informatique comparé en mathématiques. Je dirais qu'en mathématiques, on était à peu près une trentaine, et parmi lesquelles je compterais euh, une dizaine de filles. Oui, une dizaine de Qui filles. La avait majorité, obtenu, hein? avoir obtenu la licence après 3 ans, une trentaine en mathématiques. Oui. Donc ça, c'est ceux qui Sur un ont choisi. effectif. Ça, c'est ceux qui ont choisi la mathématique. Maintenant, ceux qui ont Ok, obtenu la licence, ok. sur les 10 filles, je crois que c'était environ 6 ou 5, je sais pas. Wow. Mais c'était très Et, et, petit, et, c'était un très faible nombre. Oui. Et ouais, ouais, tu voulais dire quelque chose. non, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, et donc, naturellement, après la licence, certaines décident de se marier, d'autres qui ont obtenu l'école normale, qui ont continué plutôt à l'école normale. Donc, ça fait qu'on s'est retrouvé en master 1 étant, étant trois filles. Étant trois filles et avec à peu près une quinzaine de garçons, si je ne me trompe pas. En master Oui, 1. oui, en master 1, nous n'étions que trois filles. Ça, c'est dans ma série, la série analyse, parce que moi, j'ai choisi analyse. Contrairement en algèbre aussi, euh, il y avait trois. Deux qui faisaient l'école normale, du moins qui enseignaient, et une qui n'enseignait pas. Oui, si mes souvenirs sont bons. Quel Mais était lorsque... l'intérêt pour toi? Ouais, ouais. Vas-y, vas-y, je t'en prie, vas-y. Lorsque? Ok, je termine une fois. Donc, lorsque nous avons... Pour quitter le nom du Master 1 au Master 2, il y a une fille, malheureusement, dans ma série qui n'a pas pu continuer parce que les critères à l'université de Chang, c'est que tu dois avoir un minimum de 12 de moyenne pour aller en Master 2. Et tu ne dois pas avoir repris. Bon, dans son cas, elle n'avait pas repris, mais elle n'avait pas pu terminer un semestre. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en Master 2 étant deux filles. Et on a terminé ensemble avec, je dirais, hum, nous étions dans un total de 11, dont 9 garçons, 2 filles. Et deux filles. Quel était l'intérêt pour toi de continuer en master 2, analyse en mathématiques, par rapport à d'autres camarades qui ont choisi par exemple l'école normale, et éventuellement certaines qui ont choisi juste la vie active? Ça, c'est compliqué. Est-ce que tu avais une vision d'avenir derrière un master en mathématiques? Oui, parce que je voulais continuer avec le PhD plus tard. C'est vrai que j'aurais pu aller à l'école normale et venir continuer le, venir continuer avec le PhD après. Mais disons qu'à l'époque, l'enseignement n'était pas trop mon truc. Oui, l'enseignement n'était pas Quel trop est, mon truc.
Et, et quel était donc cet intérêt que tu avais par rapport au PhD? Pourquoi le PhD t'intéressait aussi jeune? Hum, déjà, c'est l'un, je dirais que c'est une direction dans laquelle euh, feu mon papa m'a beaucoup encouragée là-dessus. C'était aussi une façon pour moi de faire quelque chose qui pourrait le rendre fier. Et la passion aussi. Quand tu te laisses juste guider par la passion de ce que tu fais, tu veux pousser encore et encore. Ouais, je dirais ça Je comme peux ça. en dire, je peux en témoigner. T'ayant connu, je peux en témoigner de cela. Alors, après ton master à l'université de Chiang, tu as obtenu la bourse de EMS. Comment est-ce que tu as entendu parler de EMS étant à l'université de Chiang, sachant que EMS se trouve à Limbe-Douala? Ouais. Lorsque nous étions en Master 2, durant l'un de nos cours, on a eu un enseignant qui, à un moment donné, il a complètement arrêté la leçon juste pour nous parler de IMS Cameroun, les différents centres qu'il nous conseillait de postuler, les différentes ouvertures de IMS Cameroun. Et donc, c'est après cette séance-là que je suis allée sur le site web et j'ai commencé mon application. Quand j'ai vu qu'ils avaient lancé l'appel à la candidature pour recruter les étudiants, donc c'est à travers de mon professeur. Et est-ce que l'enseignant était d'une certaine façon relié à EMS? Euh, oui. Il n'était pas directement relié à Ames, mais il a son fils qui avait d'abord fait Ames avant nous, du moins qui était de la promotion avant nous à l'université de Chiang. La promotion d'avant, la promotion précédente de Master 2, qui a fait Ames Rwanda. Et lui, disons qu'il a des relations amicales avec le directeur académique de Ames Rwanda parce que c'est un ancien professeur d'université aussi du Cameroun et de l'université de Yaoundé. Ok, Donc, c'est ce ok, lien-là qu'ils ont. ok. Oui. Et il vous a recommandé. Et quelle était ton expérience en termes de bonne expérience ou de belle expérience de façon globale à l'université de Chiang? Quels ont été ces bons moments-là que tu as passés à l'université de Chiang? Et éventuellement les challenges en master particulièrement, parce que tu as partagé certains en licence. Mhm. Quels étaient ces bons moments et ces challenges que tu as eu à rencontrer pendant ton parcours à l'université de Chiang? Euh, les bons moments à l'université de Chiang. Je ne sais pas comment je vais répondre à ça. Je vois beaucoup plus de challenge. Mais disons que les bons moments à l'université de Chiang, c'est les moments que j'ai passé avec mes amis. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes carrément tous séparés. Moi, je chéris les moments où on a eu, les moments qu'on a eu ensemble. Et disons que l'environnement aussi me plaisait parce que j'étais dans un environnement où j'avais beaucoup de membres de ma famille dans cette ville. Oui. Donc, c'est beaucoup plus du côté de la maison que j'enjoyais, si on peut dire ça comme ça. Oui. Mhm. Mais côté école, c'était toujours challenge, challenge. Tu es occupé, tu dois aller à l'école. Demain, il y a CC. Demain, il y a quoi, 6 heures. Demain, vous La finissez à 20 pression. heures. Oui, c'était beaucoup plus la pression. Oui. On pouvait commencer un semestre sans toutefois avoir un jour de libre, sauf peut-être le dimanche. Mais le dimanche, on avait cours jusqu'à midi. Donc, c'est pas vraiment un jour de repos. C'était pas vraiment un jour Oui. de repos pour moi. Ouais. Et c'était ça principalement les challenges que vous aviez. Est-ce que en termes d'effectifs, est-ce que vous aviez de grands effectifs pour la spécialité maths info par exemple? En licence ou en master? Licence, commençons en licence. En licence, bon, nous étions, oui, oui, on avait des challenges en licence dû à l'effectif parce que moi, vu que j'avais un problème des yeux, je ne voyais pas bien une certaine distance. Donc, quand il y avait quoi, 6 heures, parfois tu peux arriver à 5h45, la moitié de l'amphi est plein. 5h45, pourtant, le cours est Ok. prévu pour 6 heures. Donc, il fallait que je sorte suffisamment tôt pour pouvoir m'asseoir Tout.
Oui, pour pouvoir m'asseoir à une distance qui sera favorable Te pour ma permettrait de vision. voir. Mhm. Oui, et aussi de Ok. comprendre qu'on n'avait pas de, de micro. De micro. Dans un Oui, amphi. oui, on n'avait pas de Ouais, micro. Oui. faut dire que ça Donc, faisait partie des challenges. Ouais. oui, la première fois que je suis arrivée, je ne savais pas que c'était comme ça. Je suis arrivée en retard. J'ai fait un cours derrière. C'est depuis ce jour que je me suis promis que je vais commencer à arriver tôt. À Benito. Et, Oui. et, étant jeune, parce qu'il faut dire que euh, ton expérience n'était pas nécessairement les mêmes par rapport aux autres sous un point de vue de l'âge. C'est vrai que l'âge n'est pas un facteur si considérable dans l'académie, mais je pense que tu pourrais également avoir certains challenges euh, ou bien vivre certaines situations différemment par rapport aux camarades dû à ta jeunesse. Toi qui étais donc jeune dans un environnement universitaire et d'ailleurs qui a été envoyé à Chang de ce que tu étais vraiment jeune, comment est-ce Mhm. que tu pourrais qualifier ton expérience voilà, dans ce monde-là, étant très jeune, dans un monde universitaire comme celui de Chang? Est-ce que Oui, tu avais des c'est challenges en rapport à ton âge? parfois, mais pas tout le temps. Quand il arrivait, parfois il y avait des sujets de conversation que je me sentais un peu euh, mise à l'écart. Du moins, je me sentais un peu bizarre par rapport à ça parce que le niveau de compréhension n'était pas le même. Je côtoyais des gens qui, surtout quand c'est un sujet de conversation que tu as avec les personnes qui sont un peu plus âgées que toi, votre niveau de compréhension n'est pas pareil. Il faut aussi dire que je venais aussi d'un environnement où j'étais beaucoup dorlotée. Donc, maintenant, côtoyer des gens qui n'ont pas eu ce même parcours que toi, tu remarques qu'il y a une très, très grande différence, même avec la façon avec laquelle vous pensez. Les principes, des restrictions que tu as, toi, depuis le bas âge, c'est pas pareil. C'est pas pareil avec les autres. Et si tu aimais de mettre, si tu essaies de mettre ça comme point de vue, durant une conversation, cela, ça va revenir que, ah, c'est parce que tu es trop jeune et tout. Et quand c'est ça, tu te sens un peu bizarre. Oui. Ok. Tu te sens un peu bizarre. Tu as l'impression que peut-être il faut que je devienne un peu plus mature. Tu cherches comment est-ce que, parfois je cherchais comment devenir un peu plus mature pour pouvoir mieux m'adapter avec les aînés. Bien que c'était pas Et, évident. regarde, et regardons en arrière, est-ce que tu penses que euh, ça a été un avantage pour toi de faire les études jeune, aussi jeune que tu l'as fait? Oui, Dans je quel dirais sens? oui. Dans le sens qu'aujourd'hui, quand je regarde derrière moi, je trouve que j'ai quand même accompli beaucoup de choses en si peu de temps, ce qui n'était pas commun avant dans les générations qui nous précédaient. Et Mhm. ça évite aussi le fait que l'âge ne te surprend pas. Quand je dis l'âge ne te surprend pas, c'est déjà, tu ne vas pas te trouver à un niveau où l'âge va peser et aussi les responsabilités vont peser. Je dirais qu'aujourd'hui, chaque chose va avec, chaque challenge que je vis va avec, ça correspond aussi avec mon âge. Sauf peut-être le niveau d'études que j'ai, qui parfois ne s'aligne pas avec mon âge. Sauf ça. Mais côté, disons, côté, quand j'essaye de planifier, par exemple, mon futur, je trouve que c'est un avantage, un très gros avantage. Parce que tu sais au moins ce que tu peux commettre des erreurs aujourd'hui, tu as le temps de les corriger. Contrairement Ouais, à ça c'est un quelqu'un gros qui, avantage. oui, contrairement à quelqu'un qui est peut-être avancé dans l'âge, il y a la pression et tout. Quand tu commets une erreur, elle peut être fatale. Donc moi, je vois ça comme un avantage aujourd'hui. Ah, certainement, certainement. Et aussi se dire que, au-delà même de commettre les erreurs, tu as ce vaste champ de possibilités d'essayer beaucoup de choses quand tu es encore jeune. Et justement, Exactement. si des erreurs surviennent, tu peux encore rebondir et rebâtir à partir de là. Oui, oui, exactement. Dis-moi, en rapport avec ta bourse à EMS, voilà, tu as postulé, tu as été accepté la même année
pour pour faire un master à EMS. Qu'est-ce qui, selon toi, sont ces éléments-là qui t'ont permis d'être accepté? C'est clair que le, le, le website de EMS ne donne pas un ensemble de critères en rapport avec des critères de sélection. Mais selon toi, quels sont ces éléments-là qui t'ont permis d'être accepté à EMS? La première des choses, je dirais les notes. Mes notes universitaires. Et aussi mon rang, mon rang que j'avais à l'université. Ça, c'est ce que j'ai pu obtenir de certaines de mes conversations parce que moi aussi, j'ai eu à poser cette question-là étant à IMS Cameroun, une fois. Ça, c'est une des réponses que j'ai eues. Les notes et De même qui? De qui, si ce n'est pas indiscret? À des camarades ou bien à des responsables de EMS? les responsables de IMS. Ok. Donc, Ok. les notes, ça joue beaucoup parce que quand on postule, on est, on a plus, on a presque tous un background commun. C'est vrai que ça diffère de pays à l'autre, mais quand tu te places dans la peau d'un Camerounais et que tu compétis avec d'autres Camerounais, c'est maintenant les notes qui font la différence entre vous. Les notes que tu as obtenues durant la licence et surtout le master. Et même ta position aussi, la position que tu as par rapport à tes camarades à l'université. Et il y a aussi les cours que tu as eu à prendre à l'université durant ton cursus. Quand c'est, par exemple, ça aligne avec les cours que tu vas suivre avec IMS Cameroun et on regarde aussi tes aptitudes dans ces cours-là. Si c'est que tu as bien travaillé dessus. Ouais. Donc, je crois il y a ça également qui a beaucoup joué. Qui a beaucoup joué. Et il y a aussi l'âge. Ok. Ça, c'est ce que j'avais aussi obtenu comme réponse, qu'il y avait aussi l'âge. L'âge aussi a influencé parce que, apparemment, j'étais jeune et brillante. Apparemment. Ok. Je pouvais Ça, mettre c'est ça le entre résumé. guillemets. Le résumé, ouais, je dirais que c'est signe d'humilité, mais c'est le résumé parfait, jeune et brillante. Mais qu'est-ce que tu penses de ceux-là qui n'ont pas nécessairement eu de très bonnes notes pendant leur parcours universitaire, qui n'ont pas été dans un parfait ou excellent classement à l'université et qui sont âgés et qui souhaitent postuler à EMS? Qu'est-ce que tu donnerais comme recommandation à des profils comme ceux-là? Et pas nécessairement EMS, mais disons de façon générale qui souhaitent juste postuler à des bourses d'études. Est-ce que tu aurais une recommandation pour améliorer leur profil? Hmm. Bon, si c'est dans la situation que les notes sont déjà là, tu peux plus changer les notes naturellement. Et si je me mets dans la peau de ceux-là et que je voudrais postuler à une bourse, je jouerais beaucoup plus sur ma motivation et mes capacités non techniques. C'est-à-dire, parce que même nous qui avons des notes qui sont qualifiées pour obtenir une bourse, il y a en fait un autre niveau qu'on juge la motivation. Donc moi, je jouerais beaucoup plus sur ma motivation. La manière avec laquelle j'écris, par exemple, une lettre de motivation, je vais beaucoup plus m'appesantir sur le pourquoi est-ce que je pense que je suis qualifiée pour cette bourse-là. Plutôt que m'attarder à dire que j'ai eu une licence en tel, j'ai eu un master en tel et tout et tout. Je ferai beaucoup plus en sorte que on puisse ressentir la différence qu'il y a en moi, contrairement aux autres. Et ça, je peux pas dire que c'est général parce que du côté européen, c'est un peu différent. Par exemple, du côté de la France, on regarde beaucoup plus les notes. Ok. Par contre, parfois, il y a certaines bourses du côté de l'Allemagne où c'est la motivation aussi qui compte beaucoup. Vu que vous êtes nombreux à postuler, vous avez de très À brillantes postuler. notes. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre vous? C'est ça qu'il faudrait souligner. Et du côté des Français, c'est un peu différent parce qu'eux, ils sont beaucoup stricts avec les notes.
Mhm. avec le rang à l'école, que ce soit depuis le lycée et tout. Toutes ces choses-là, ils tiennent tout ça en compte, contrairement aux autres bourses qui sont un peu flexibles par rapport à ça. Euh, Naturellement, il faut toujours tenter sa chance. Ce n'est pas une barrière. Donc, moi, j'encourage toute personne Ouais, donc qui... postuler et drafter et bien écrire, bien s'exprimer sur ses motivations, tu dirais. Oui, bien sûr, tu peux ne pas avoir de grandes notes, mais même la manière avec laquelle tu t'exprimes même durant une interview, si jamais tu en as l'occasion, ça montrerait ton niveau de, de, de motivation et aussi même ta capacité à t'exprimer, qui est très important aussi, surtout dans le domaine Oui, académique. tu l'as résumé en quelques mots, les non-technical skills, les compétences non techniques. Ah, ah. Oui. La motivation et les compétences non techniques. Et comment est-ce que l'on développe ces compétences non techniques-là? Comment est-ce que voilà, on fait grandir cela afin d'éventuellement améliorer ses probabilités d'être accepté? Comment, selon toi, est-ce qu'on développe ces compétences non techniques? Hmm. La pratique, il faut beaucoup pratiquer. Concernant la communication, ouais, il faut beaucoup pratiquer. Si tu es par exemple dans le domaine professionnel en postulant à ces bourses-là, ça serait même mieux. Ça serait beaucoup plus facile pour toi de pouvoir pratiquer parce que tu auras des collègues et peut-être durant des réunions de travail, il faudra aussi que tu te boostes à l'idée de parfois aussi contribuer à certains sujets de conversation. C'est comme ça que tu apprends à t'exprimer. C'est comme ça que tu apprends à voir même des lacunes, avoir tes propres lacunes. Si par exemple on te pose certaines questions, tu n'es pas en mesure de répondre proprement, c'est comme ça que tu arrives à apprendre. Ouais, je dirais que c'est la Et, pratique. et, et, et j'ajouterais que ça ne se limite pas juste au domaine professionnel, même étant dans l'académie avec tes camarades, tu peux déjà intentionnellement travailler dans ce Oui, sens-là. Prendre toute oui, oui. opportunité qui se présente devant toi de t'exprimer pour voilà, travailler cela. Donc, Oui, la pratique, même comme tu l'as dit, enseigner c'est... aussi. Même enseigner aussi, c'est une autre bonne pratique. Et, Oui. et qui d'ailleurs constitue également ce... Tu l'as évoqué d'une certaine façon en parlant de motivation, mais je pense que même le CV également Ouais, contribue en ce sens où les enseignements que tu donnes, que ce soit des cadets académiques, oui, ça constitue voilà, à augmenter une certaine valeur à ton CV et éventuellement constitue à développer ou améliorer ton profil pour des bourses d'études. oui, oui, oui. Revenons. Et Oui, je voulais vas-y, ajouter vas-y. autre chose si tu me le permets. Euh, si c'est dans la mesure où tu trouves que tu n'as pas les notes, tu estimes que tes notes ne sont pas suffisamment bonnes et que tu as peut-être un certain axe de recherche que tu voudrais exercer, travailler dessus plus tard, tu peux aussi regarder certains événements qui ont trait à cela, même en ligne. Postuler aussi à ces événements-là. Même ta participation à ces événements-là te permettra non seulement de t'exprimer, savoir pratiquer comment t'exprimer, comment aborder les gens. Et on ne sait jamais, peut-être c'est de là que ton opportunité aussi peut venir. Vu que quand tu postules à une bourse, on ne te connaît pas physiquement. Mais imagine, tu arrives à un événement et puis tu rencontres quelqu'un qui, qui, qui a une information comme ça que peut-être tu n'aurais pas trouvé en ligne. Mais le simple fait que vous avez déjà eu une certaine conversation, la personne a son opinion par rapport à toi et peut même t'orienter vers d'autres personnes. Dans la participation aux Ça revient événements encore, aussi. le networking, le networking. Et aussi, disons que contribuer de façon active à ces événements-là, quand tu y vas, c'est pas pour t'asseoir en arrière et juste, suivre l'événement. C'est de partager, c'est de contribuer de façon active et de tisser les relations. Cela, comme tu l'as Ouais. dit, ça contribue. Et d'ailleurs, comme tu l'as évoqué, j'en connais qui ont obtenu des bourses d'études juste parce qu'ils ont participé à des événements. Ils se sont bien pointés au bon moment. Ils ont eu à partager quelques minutes de d'une une certaine présentation. Et ainsi, des personnes ont été intéressées. Ils ont pris contact, attache, et ils ont été interviewés pour des bourses d'études.
cette approche également, ça fonctionne. Surtout que ce n'est pas un processus standard. Il n'y a pas d'approche pratique ou déterministe pour obtenir des bourses d'études. Dis-nous, par rapport à EMS, revenons sur EMS. EMS, qu'est-ce que tu penses que EMS t'a apporté comme plus-value en termes d'opportunités, pas seulement, en termes d'ouverture, en termes de ressources? Qu'est-ce que la bourse de EMS t'a apporté, toi particulièrement? Mis à part l'opportunité, euh, à EMS, je dirais que euh, j'ai beaucoup plus appris à sortir de ma zone de confort. Ça, c'est quelque chose que je serais toujours reconnaissante vis-à-vis des EMS. C'est que j'ai fait face à des situations qui m'ont mis vraiment hors de ma zone de confort. Oui. Donc, j'ai appris une nouvelle langue, bien sûr, l'anglais. J'étais pas, je parlais pas anglais avant. Oui. Euh, la capacité de travailler aussi en groupe, la capacité de présenter une idée de travail, la capacité aussi de défendre son idée, bien sûr. Et comment aussi réfléchir de façon objective. Moi, je vais dire ça. Comment il y a ce truc-là. Avant, j'étais beaucoup plus dans l'hésitation quand j'entrais à IMS. Mais à IMS, j'étais beaucoup plus sûre de moi quand je prenais certaines décisions, comparé à avant. Tu connais le cours de Professional Development, tu en connais quelque chose. Oui, 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 oui. oui, Et disons qu'il y a ces modules-là qui sont extra-académiques. Je dirais pas oui, extra-académiques, mais disons, ce ne sont pas des mathématiques en tout cas, et qui permettent de développer ces compétences particulières. Euh, oui. Tu as parlé Sur, de travail en équipe. ouais. Oui, Ça, c'est sur vas-y, le je t'en prie. cadre, c'est sur le cadre non technique. Mais sur le cadre technique, je suis arrivée à IMS étant mathématicienne. Je n'avais pas l'habitude de programmer et tout. Donc, c'est quand je suis arrivée à IMS, on m'a mis en data science, je me posais la question, est-ce que je vais m'en sortir? J'ai pas fait informatique. J'ai pas fait informatique. Donc, je me suis retrouvée d'apprendre de nouveaux langages de programmation et tout. Oui. Chose que je n'aurais peut-être pas eu l'opportunité si je continuais avec mon cursus purement théorique à l'université. Donc, j'ai appris à programmer, j'ai appris à résoudre des problèmes qui ont lié à l'analyse des données et tout et tout. Oui. Donc Mais ça, quel c'était est des trucs. l'intérêt pour toi? Tu parles Non, d'apprendre à vas-y. programmer et ça relève un point important. Tu sais, actuellement, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, tu es dans ce grand secteur-là. Et savoir programmer est crucial. Et certains vont jusqu'à dire qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin de programmer. Quel est ton point de vue par rapport à cela pour des jeunes qui actuellement sont en train de faire leur licence en mathématiques à l'université de Chang et qui n'ont pas Oui. nécessairement des cours de programmation comme tu les as eu à EMS? Qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à toi qui es déjà en doctorat actuellement? Comment est-ce que l'informatique est en train de t'aider avec un background de mathématicien? Euh, Moi, particulièrement, le langage qui m'aide le plus, c'est le Python. Et en mathématiques, à l'université de Caen, on n'utilisait pas ce langage de programmation-là. Je ne sais pas si ça a changé, mais ça avait été, dans notre époque, c'était le MATLAB qu'on utilisait. Donc, c'est le MATLAB que moi, je connaissais. Et moi, je conseillerais quelqu'un qui est encore sur les bancs à l'université maintenant, de regarder beaucoup plus les langages de programmation les plus utilisés. Et parmi ceux-là, il y a le Python. Et il y en a tellement de tutoriels, tellement de tutoriels en ligne. Tu peux prendre ça comme ton hobby et aujourd'hui, chaque jour, tu consacres, je sais pas, 2 à 3 heures de temps juste pour apprendre de nouvelles choses sur la programmation. Parce que lorsque tu vas postuler à une bourse, il y aura toujours, parmi les requirements, il y aura toujours cette rubrique-là, on dira que que l'étudiant doit être apte en programmation. Et il y aura toujours le Python.
Si c'est que tu veux faire data Oh, science, il y aura toujours le Python, naturellement. Tu peux pas échapper à ça. très souvent. Ça fait partie Oui, également des éléments à ajouter à background, à son parcours, la programmation. oui, oui, c'est possible Étant d'apprendre ça. Ouais, ça c'est sûr. Désolée. Et aussi, non, c'est alright. Et aussi, je souhaite ajouter qu'il y a beaucoup de certifications aujourd'hui en ligne qui permettent d'obtenir non seulement la formation, mais également des certificats dans ces différents secteurs-là. Donc, ce serait Hmm. dans l'intérêt de quelqu'un également de se connecter sur ces plateformes pour apprendre et ajouter de la valeur à son CV pour des bourses d'études. Alors, te Hmm. voilà qui est à EMS, tu as obtenu ta du moins, ta bourse de master à EMS. Pendant que tu étais à EMS, d'ailleurs, on était tous ensemble dans le même building, euh, on postula des bourses d'études et on postula tellement de bourses d'études. Ça te fait rire parce que tu te souviens de toute cette énergie que l'on mettait pour les bourses d'études. Et moi, j'ai une idée du ratio. Je pense que j'ai postulé à plus de 200 bourses d'études. Ça, c'est vraiment pour être très humble. Mais sinon, vraiment plus de peut-être avoisinant les 500 bourses d'études. Et quand je parle de bourses d'études, c'est pas uniquement de PhD. Je parle ici là de toutes les bourses que je pouvais trouver sur la main. Quel était, Except le comment est-ce postdoc. que tu décrirais toi? Oui, except les postdocs. C'est clair, qui postulerait pour des postdocs étant en master? Quelle, Ouais. quelle était ton expérience pendant cette période-là où tu postulais et éventuellement tu recevais des unfortunately? Est-ce que tu pourrais nous décrire ton expérience pendant cette période? Hmm. Ça te fait C'était dur. réfléchir. Oui. C'était dur. C'était difficile. C'était très difficile. J'arrivais à pleurer certains jours parce que il me s'est dit moi, donc plus le temps passe, plus tu n'as pas d'opportunité, plus le stress augmente. C'était horrible. Augmente. C'était horrible. Et pendant ce temps, tu as des camarades qui sont en train de dire j'ai obtenu une bourse d'études. Des gens obtenaient des bourses d'études et Oui, quittaient même, comment ça se dit, les locaux avant d'avoir terminé leur programme. oui. Tu sais aussi, il y a aussi le fait que tu veux pas décevoir tes parents. Donc, quand tes parents trouvent que tu as eu une opportunité comme ça, eux, ce qu'ils espèrent, c'est que tu arrives à continuer dans la même lancée. Donc, quand tu penses que tu vas finir, sortir d'une école qui a une telle réputation, et tu vas venir à la maison et dire que je ne sais pas où continuer, je sais pas comment je vais continuer et tout. Tu t'imagines que non seulement tu seras pas la seule stressée, mais tu vas également stresser tes parents en tout. Donc, c'est ça qui ajoutait encore à la pression. La pression de postuler encore et encore à IMSS, même si tu avais les autres, fortunately. Tu n'avais pas le choix, il fallait que tu le fasses. Essayer quand même avant d'échouer après. Mais au-delà de ce que tu euh, voyais, tout ce stress que tu pouvais infliger aux parents et éventuellement à toi-même, ça te donnait, je présume, c'est ça qui te donnait le drive pour postuler davantage. Mais comment est-ce que tu avais une approche, voilà, pour améliorer, je dirais, euh, ta façon de postuler? En ce sens où tu as certainement des unfortunately, tu as certainement des refus, mais c'est clair que Mhm. tu ne peux pas répéter la même chose. C'est possible que les refus soient justifiés par la façon avec laquelle tu postulais. Comment est-ce que tu pourrais donc, euh, comment est-ce que tu améliorais, voilà, ton profil par rapport à des nouvelles opportunités que tu avais, te basant sur des expériences qui n'ont pas été nécessairement des succès pour toi? Ok. Je vais commencer par souligner une erreur que je faisais. Peut-être, on ne sait jamais, quelqu'un peut se retrouver en train de faire la même erreur. C'est que moi, au départ, quand j'écrivais une lettre de motivation, je faisais fi du fait que les bourses, en fait, elles sont différentes. Donc, pour chaque bourse, il y avait une certaine façon d'écrire une lettre de motivation qui devait différer. Mais sauf que dans mon cas,
Je changeais les trucs, je ne changeais pas grand-chose. D'une bourse à une autre, j'utilisais la même lettre de motivation. Et je recevais des réjections avec ça. C'est donc après, quand je me suis rendu compte que c'est peut-être ça le problème, que j'ai commencé à m'asseoir et étudier la bourse en question et écrire une lettre de motivation qui s'aligne avec les requirements. C'est quoi en français là? Les exigences. Les exigences ou les prérequis de la bourse. Ouais, de la bourse. Oui. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à corriger. Et même mon CV, j'ai aussi commencé à travailler sur mon CV. Donc, à Emerson, on avait l'opportunité d'avoir un tuteur qui, tu le connais très bien, qui était à notre disposition. Il se rendait assez disponible pour nous aider, quitte à ce qu'on puisse travailler sur nos lettres de motivation et même nos CV. Donc, parfois, il arrivait que j'écrivais une lettre de motivation et je passais par le tuteur. Et même parfois, quand je voulais aussi une recommandation, il faut que tu passes par le tuteur, tu donnes ta lettre de motivation aussi pour qu'il arrive à corriger s'il a des, des propositions qui t'a amélioré. Là, tu, Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à là, travailler. Ouais. là, tu abordes un ensemble de points très intéressants. Tu as parlé du CV, tu as parlé de la lettre de motivation que tu as commencé à intentionnellement améliorer. Quels sont de façon Oui. sommaire des éléments qui, selon toi, sont pertinents à ajouter dans une lettre de motivation? De façon structurée, peut-être en termes de paragraphe, quels sont ces points clés que tu recommanderais un jeune à insister dessus ou à certainement ne pas du tout mettre dans une lettre de motivation? OK. Euh, pour commencer, tu peux commencer par te présenter un peu ton parcours. Pas trop entrer dans les détails parce que ton CV en dit déjà beaucoup sur ça. Oui, donc tu le dis de façon sommaire. Et concernant maintenant la rubrique où tu veux montrer ta motivation et pourquoi est-ce que tu penses que c'est toi qui es qualifié pour la position, tu peux t'attarder sur certains cours qui sont, je dirais, capitales pour le topic en question, pour le sujet en question que tu es en train de postuler. Tu peux aller dans ton cursus, tu piques certains cours que tu penses que ça serait, ça ferait la différence. Peut-être le cours que tu as suivi, quelqu'un d'autre n'a pas fait ce cours-là. Bien que vous avez tous un master en mathématiques, mais peut-être il n'a pas pris ce cours-là. Ça peut être aussi un avantage. Ça peut être aussi un avantage. Euh, En dehors des cours, je sais pas si tu parles anglais, ça peut être aussi un plus. Oui. Donc, en Euh, gros, c'est de bien se vendre dans ta lettre de motivation, présenter ces oui, aspects, ces oui, il faut bien se compétences que tu as. Oui, Et, oui, et pour ce qui est il du... faut bien se vendre. Oh, sorry, j'ai oublié aussi. Même les projets que tu as eu à travailler dessus. Oui, les projets que tu as eu à travailler dessus. Et il faut que tu arrives à faire ce lien-là pour qu'on voie que tu comprends en fait le sujet et pourquoi tu penses que les cours, le background que tu as correspond en fait au sujet en question. J'ai pris ce cours-ci. J'ai eu l'opportunité de travailler sur tel projet qui s'aligne avec, et je pense qu'avec ce projet que j'ai gagné en compétences, en connaissances, qui me permettra de faire telle et telle chose dans le sujet durant mon PhD. Je sais pas si c'est PhD, si c'est master. Tu vois un peu. Je Oui. vois, je vois. Et pour ce qui est du CV, tu sais, ça peut varier d'un, et je suis en train d'ajouter à cela, ça peut varier d'un endroit ou bien d'une bourse à une autre. Est-ce que de façon Mhm. globale, tu as des secrets, je dirais à la rigueur, pour améliorer la qualité de son CV? Oui, vu que c'est un CV académique, euh,
si tu postules à une bourse qui est par exemple, comment je vais dire, vu que dans le CV tu mets tout, même tes projets, moi j'éviterais de mettre certains projets qui n'ont pas lié, qui n'ont pas trait avec le poste dont je suis en train de, le sujet dont je suis en train de candidater pour. Parce que quand tu mets tout, on se demande à la fin, mais c'est quoi ton background? C'est quoi ton, pas ton background, mais c'est quoi ton domaine d'expertise? Mais quand on voit qu'il y a une certaine euh, cohésion entre les différents projets, les différentes activités que tu inclus dans ton CV, on voit en fait que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a quand même une certaine expérience et une certaine aptitude dans le domaine en Et question. c'est Ouais, justement dans le domaine auquel tu es en train de postuler, je présume. exactement. Et ça varie d'un poste à un autre. Si tu as fait peut-être les mathématiques financières, et le ce PhD, si c'est une position en mathématiques financières, naturellement, tu vas beaucoup plus parler des projets que tu as eu à faire sur les mathématiques financières et qui a trait à la finance. Tu ne viendras pas mettre l'algèbre, les projets en algèbre abstraite oui, que tu as eu à faire. Parce que là, on va se demander, pour finir, est-ce que tu es plus algébriste ou bien tu es plus du côté de la finance, tu vois? Moi, je ferais fi du côté de l'algèbre et je vais plus m'appesantir sur les projets en finance que j'ai fait. Ça, c'est juste un exemple. Oui, l'idée c'est de drafter le CV de façon bien spécifique par rapport à la bourse ou bien oui, à l'opportunité à laquelle tu es en train de postuler. Et Oui. éventuellement, comme tu l'as dit, le plus important, c'est pas de tout verser, c'est de mettre les éléments qui sont vraiment importants par rapport au poste. Et ça revient encore. L'erreur que l'on fait deux fois, c'est de beaucoup bavader, beaucoup dire ou bien beaucoup ajouter des informations qui ne sont pas nécessairement utiles à la position dont tu es en train de postuler. Oui, oui, Et ouais, tout à fait. quels sont ces autres challenges que tu as eu à EMS au-delà de ce que je pense que c'était plus en rapport avec ton expérience que tu as eu à EMS par rapport aux bourses d'études. Tu as dit que tu as eu à améliorer la qualité de tes lettres de motivation, euh, proposer à des personnes, à des tuteurs qui pouvaient juger et apporter une contribution critique par rapport à cela Mhm. afin d'améliorer tes documents. Quels sont ces autres éléments qui t'ont aidé pendant ce processus? Hmm, tu parles du Par rapport, côté mental. well, je pense que côté mental, tu nous as donné cette motivation-là qui te poussait à continuer à Mhm. postuler. Et je parle Ouais. d'un point de vue académique, avec des rejets que tu recevais, des unfortunate lists, euh, tu Mhm. améliorais certains aspects de ta candidature. Quels sont ces Oui. autres éléments au-delà de la lettre de motivation que tu as eu à améliorer? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'ont aidé, voilà, à améliorer ton profil par rapport aux nouvelles opportunités que tu avais sous la main? Hmm. Améliorer le profit. En dehors du mentorship, je vois pas autre chose. Ouais. En Et dehors donc, du tu as mentorship. postulé à, Ouais. tu as postulé à plusieurs bourses d'études et tu as été retenu pour celle de EMS Research and Innovation Center au Rwanda. Dis-nous, comment ça s'est passé, ce, cette bourse-là que tu as obtenue? Comment est-ce que tu l'as obtenue, cette bourse-là? Ok. J'ai postulé à la bourse après ma soutenance à IMS Cameroun, le même jour, qui était d'ailleurs le deadline, le jour du deadline. OK. Euh, 3 semaines après, j'ai reçu un email que j'étais retenue pour un interview et il y avait attaché à l'email un document. Vu que j'avais postulé pour un sujet précis, il y avait un document, un papier, un article euh, de, je crois, que c'est 70 pages.
Le mail, je l'ai eu le vendredi. Je devais présenter ce papier le mardi. Je devais présenter les slides en interview et basically dire comment est-ce que je comprends l'article en question. Et ensuite, il y avait des questions qui devaient suivre durant l'interview. Ouais. Donc, j'ai travaillé tout le week-end là sur mon interview. Durant l'interview, il y avait à peu près 8 personnes. Non, 7. À peu près 7. Oui, qui étaient présentes. Une fois que j'ai fini de présenter l'article, ils m'ont posé des questions concernant l'article. Ensuite, c'était chacun à tour de rôle. Ensuite, ils m'ont posé maintenant des questions sur mon parcours, les différentes activités que j'ai fait à IMS Cameroun. Oui, ouais. La filière aussi dans laquelle j'étais et tout, les différents projets. Oui. Et puis c'était tout. Ils ont dit qu'ils devaient me recontacter après en cas au cas où je serais retenue pour la suite, pour la deuxième phase, vu qu'il y avait plusieurs phases. Et 2 semaines après, j'ai reçu un email que j'étais retenue pour la seconde phase, qui consistait à écrire le projet de recherche. Et dans cette phase-là, on vous met en contact avec la team de supervision pour que vous travaillez ensemble. Mais le superviseur ne te dira pas comment est-ce que tu dois écrire ton projet de recherche. Il est juste là pour répondre aux petites questions techniques que tu À as. tes questions, Oui, à tes besoins. oui, oui. Mais le sujet, on te le donne et c'est à toi de voir comment tu vas designer un projet de recherche. Comment tu comptes approcher ce sujet-là. Oui. Donc, j'ai fait ça durant un mois et puis j'ai soumis en fin août 2022. Et c'est en octobre que j'ai eu la réponse. Oui, en octobre, j'ai reçu l'email sur Et, l'admission. il y a plusieurs types de bourses. Et il y en a des bourses complètement financées, des bourses partiellement financées. Dans ton cas, est-ce que tu savais que la bourse était, je présume, totalement financée? Oui, dans Est-ce que l'appel à la ça faisait candidature. partie? Ok, ça faisait partie Oui, de l'appel à la candidature. Ok. oui, Et, et justement, la bourse étant totalement financée dans le cadre pour un PhD, te voilà, tu as postulé. Est-ce que la bourse couvrait également ces pré-dépenses? Je parlerai ici là de tout ce qui est l'accommodation jusqu'à ce que tu te retrouves sur le site pour commencer à travailler pour ton PhD. oui. La bourse couvre ton déplacement de ton pays d'origine pour euh, IMSS, oui. Et une fois à IMSS, tu as droit à un logement d'un mois dans un appartement. Et il te donne aussi, il commence à te payer aussi, vu que quand tu viens, ça marque déjà la date à laquelle tu commences à travailler sur ton projet Tu durant ces un commences. mois-là. Et avec la bourse qu'il te donne, il te donne ce délai de un mois-là pour que tu aies aussi l'opportunité de t'adapter et de chercher maintenant un logement. Parce que ce sont les masters qui sont logés à IMSS, mais les PhD, vous cherchez votre propre logement. Donc, c'est ça qui a facilité la tâche. Donc, ils ont tout géré en fait. Tout ce que j'ai fait, c'était préparer mes bagages. Et te déplacer. Et, Oui, et te voilà qui te retrouve au Rwanda pour ta bourse sur un sujet bien spécifique. Dans d'autres contextes ou bien pour d'autres personnes, ils n'ont pas nécessairement un sujet bien précis. C'est quelque chose qui se travaille chemin faisant avec le superviseur. Donc, ouais. euh, tu as obtenu ta bourse, tu arrives au Rwanda. C'est déjà une bourse c'est déjà un parcours de combien de temps? C'est 3 ans de recherche, Oui, c'est 3 ans. après lequel tu as ton diplôme de PhD. Est-ce que c'est affilié à une université rwandaise? Hmm, ça dépend de la team de supervision parce qu'on a tous des institutions différentes. Certains sont au Rwanda. Moi, dans mon cas, je suis en Afrique du Sud, donc c'est là que j'obtiendrai mon diplôme. Certains sont au Sénégal, Côte d'Ivoire. Ça dépend du choix de tout un chacun.
Dans mon cas, c'est en Afrique du Sud. Là, tu parles de team. Et connaissant, je ne veux pas courir le risque de dire connaissant le système, mais ayant échangé avec quelqu'un de là, comme tu viens de le dire, il y a plusieurs teams qui sont associés à plusieurs universités différentes. Est-ce que tu pourrais expliquer pour quelqu'un qui est de l'extérieur en quoi consiste le EMS Research and Innovation Center? Est-ce que c'est une université? Est-ce que c'est un centre de recherche? Est-ce que la bourse est donnée par le centre de recherche via une université? Comment est-ce que tu expliquerais tout cela? Le IMS Research and Innovation Center, c'est un centre de recherche qui permet aux étudiants d'obtenir des bourses au travers leur partenariat avec plusieurs, je ne sais pas s'il va appeler ça institutions comme Carnegie Corporation. Il y a aussi DeepMind. Je ne sais pas si tu as entendu parler de DeepMind. Donc, ces gens-là sont Oui. comme des donneurs, en fait. Ce sont eux qui sponsorisent les bourses de PhD au travers du partenariat avec IMS. Ouais. Donc, chaque Mais, année, mais IMS obtient... Oui. des financements de ces institutions-là. Oui, et Tout, vu que tout IMS comme... n'est tout- pas... Hmm? Oui, vas-y, vu que EMS... Vu que IMS n'est pas une université, elle ne peut pas délivrer le diplôme. Donc, une fois après avoir recruté l'étudiant, il faudra que l'étudiant s'inscrive dans une université pour qu'à la fin du cursus de ton programme, tu puisses avoir le diplôme. Et c'est donc à ce stage-là que je dis, ça diffère de la team de supervision. Tu peux avoir des superviseurs qui sont affiliés à telle université. Ça veut dire que c'est dans cette université que tu vas soutenir. C'est pour ça que je dis qu'on a différentes université, je vais appeler Graduating Institution. Ouais, oui. Donc, EMS, qui est le centre de recherche, c'est une plateforme qui permet aux étudiants, aux étudiants africains de travailler sur des projets de recherche financés par des institutions diverses, mais en partenariat également avec des universités, notamment celle de l'Afrique du Sud dont tu as mentionné. Oui. Et c'est quelle université en particulier en Afrique du Sud dont tu es attaché? Euh, Stellenbosch, à quelle université? KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal. Natal. Et Natal, ok. Est-ce que tu iras là-bas pour défendre ton PhD? Alors, oui, c'est là que j'obtiendrai le diplôme, une fois que j'aurai Et terminé. quel est l'intérêt donc pour toi de rester à EMS? Bon, avant même d'y arriver sur l'intérêt de rester à EMS, comment est-ce que plutôt tu t'inscris de, à l'université qui est en Afrique du Sud? Mhm. Ok. Mon cas n'est pas un cas général, bien sûr. Dans mon cas, je l'ai fait grâce au biais de mon encadreur qui s'y trouve. Et donc, je suis comme une étudiante internationale. Oui. Parce que là-bas, ils ont la possibilité d'admettre des étudiants internationaux. Quand on dit internationaux, c'est que tu n'y résides pas forcément et tu n'es pas forcément de nationalité sud-africaine. Donc, je suis dans cette catégorie-là. Mais l'une des exigences de MC voudrait que les étudiants restent dans les pays où leur université se trouve. Centre. Oui. Oh, Donc, les universités se trouvent. oui. Donc, moi, je suis juste une exception. Mais la majorité de mes collègues ne se trouvent pas au Rwanda. D'autres sont en Afrique du Sud. Par exemple, ceux qui sont affiliés à Stellenbosch ou Cape Town, ils se trouvent actuellement. Et ils ne reviennent au Rwanda que lorsque le centre, en fait, nous convoque pour certains événements. Parce que parfois aussi, on a ce programme d'évaluation à IMSS. À la fin d'année, on nous évalue sur notre progrès, on écrit des rapports et tout. Ils ont besoin de toutes ces choses-là pour pouvoir rendre compte aux sponsors sur l'évolution de l'étudiant. Donc, IMSS nous suit en fait. Le sponsor finance, En effet. IMSS nous suit et le Graduate Institution après nous donnera le diplôme. C'est en fait ça la hiérarchie. Donc moi, je ne Et, suis qu'une exception. Ouais, je et, suis qu'une et, exception. et
quel est l'environnement de recherche actuellement au Rwanda où tu te trouves au Research Center? Est-ce que, je présume que ton encadreur, il est en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Oui, l'un de mes encadreurs, j'ai une team de 4 encadreurs. L'un se trouve là-bas et un autre au Canada, l'autre aux États-Unis et le troisième en Angleterre. Et comment est-ce que c'est c'est assez tricky. Comment à quoi ressemble ta sphère de recherche actuellement à EMS Rwanda? À quoi ressemble Hmm. ton calendrier? Est-ce que tu vas au laboratoire pour y travailler avec je sais pas, des autres exceptions comme toi, je dirais, ou alors d'autres collègues ou partenaires? Comment ça se passe, la recherche? Hmm. Je ne suis pas ici avec des gens qui travaillent exactement dans ce que je fais. Je suis ici avec ceux dont l'institut, c'est l'université du Rwanda. Et Ok. mon quotidien, en fait, ici, c'est d'aller au centre tous les jours. Parce que quand tu te trouves ici, EMS requiert que tu viennes au centre tous les jours pour travailler parce que tu as signé pour un full-time PhD. Donc, tu dois être en train de travailler sur ton projet full-time. Tu as un espace de travail qu'on te donne. Tu as la connexion, oui. Donc, moi, bon, c'est juste cette année que l'expérience change parce que l'année dernière, j'étais un peu plus dans ces sujets seule. Et fort heureusement, récemment, il y a eu des nouvelles recrues dont la team de mon encadreur s'est agrandie et j'ai la possibilité de travailler maintenant avec des gens qui font un peu dans ce que je suis en train de Tu faire. fais. Et j'ai aussi l'avantage que mon encadreur principal, il a l'habitude de venir au Rwanda parfois pour 1 à 2 mois, durant lesquels on travaille un peu plus. Oui. Et dis-nous, quittant ton pays d'origine, le Cameroun, pour le Rwanda, certainement il y a eu un déphasage. Quelle est ton expérience à l'étranger jusque-là? Hmm. Il y a un déphasage sur la langue parce Quelle est que, la langue, je présume, oui, quelle est la langue nationale du Rwanda? c'est le Est-ce- Kinyarwanda. euh, C'est le ok, Kinyarwanda. Je dirais la majorité parle le Kinyarwanda. C'est pour ça que je crois que c'est la langue nationale. Mais à côté de ça, il y a également l'anglais. C'est juste que c'est difficile quand tu te trouves dans un environnement hors EMS, de trouver maintenant quelqu'un qui parle anglais. Et généralement, ceux qui parlent français, vu qu'avant, le système d'avant, c'était le français. Généralement, ceux qui parlent français, ce sont des personnes un peu plus âgées. Mais contrairement aux jeunes, les jeunes, certains parlent anglais, certains sont purement Kinyarwanda, c'est-à-dire qu'ils parlent pas anglais. Donc, c'est ça, en fait, le déphasage. Oui. Parce que quand tu sors des IMSS, tu te retrouves en train de utiliser tous les moyens possibles pour te faire comprendre, basically. Mais naturellement, lorsque tu vas dans les supermarchés et autres, quand même, tu trouves les gens qui parlent l'anglais, oui. qui, oh, ouais. C'est juste, c'est juste dans la rue et dans les marchés où tu dois un peu plus te battre, oui. Et bon, le Et Rwanda et le revenons, Cameroun, c'est deux oui, cultures différentes. Donc, on a des cultures différentes, je, donc j'ai dû aussi m'adapter à la nourriture et tout, oui. et parlons revenons sur le sujet de ta recherche. Cette fois-ci, j'apprécierais que tu expliques ta recherche telle que tu expliquerais à une grand-mère. Comment est-ce que tu décrirais ta recherche en des termes aussi basiques que possible? Ok, grand-mère. Je commence comme ça. Ou alors grand-père, ou alors grand-père. Ouais, disons grand-père. Grand-mère, tu sais que de nos jours, on utilise beaucoup plus les ordinateurs, la technologie a avancé.
Donc, il y a ce problème-là qu'on a maintenant en Afrique, qui est euh, la pollution de l'air, vu que tu peux remarquer même parfois les saisons on a un problème de réchauffement climatique et tout. Et tous ces trucs-là sont dus au fait que, aux différents gaz on rejette dans l'atmosphère, les différents gaz rejetés par nos industries, tous ces trucs-là. Donc, il faut qu'on arrive à contrôler ce problème-là. Et donc, moi, ce que je suis en train de faire, c'est que, vu que notre atmosphère devient polluée de plus en plus, euh, on arrive à enregistrer une très forte euh, concentration, désolé, en pollutant dans nos différentes villes. Et donc, moi, ta fille, ce que je suis en train de faire, c'est que j'essaye donc de chercher comment est-ce que on peut facilement identifier les zones là, les zones où il y a une forte émission en pollutant. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie maintenant, et vu que je ne peux pas faire ça moi-même, j'essaie d'apprendre à l'ordinateur comment est-ce qu'il peut le faire pour me faciliter la tâche, quitte à ce que demain, on puisse, on puisse utiliser ce robot-là qui va nous permettre d'identifier les endroits, les différentes localisations où il y a des zones à forte concentration. Et de je le pollutants. fais de pollutant, oui. Bon, si je continue, je vais ajouter les termes techniques. Allons-y, continuons. Oui, et vu que la façon dont les pollutants sont diffusés dans l'atmosphère, à l'école, on nous a dit que ça suit une certaine loi physique. Donc, ça suit une certaine règle physique. Et cette règle physique-là, on l'écrit à travers certaines équations. Et donc, en résolvant ces équations-là, c'est en apprenant l'ordinateur à résoudre ces équations-là que je vais arriver à résoudre le problème d'identification des sources de forte concentration en pollutant de l'air. Je pense que jusqu'ici, la grand-mère serait satisfaite de la réponse. Maintenant, continuons dans notre échange. C'est quoi exactement un pollutant? En pollutant. Oui, c'est quoi un pollutant? Ah, disons que c'est un Parce que gaz qui est tu as nocif. parlé, tu as, pa- oui, tu as parlé de la pollution. Quand on parle de pollution, ce qui nous vient directement à l'esprit, c'est du gaz carbonique. Pollutant, ça peut Oui. être nouveau. Qu'est-ce que ça c'est exactement et quelle est la particularité du pollutant? Un pollutant, c'est une matière qui vient, qui, qui vient, je vais dire pollutant de l'air. Bon, un pollutant, c'est une matière qui pollue un certain environnement, qui est nocif pour un Ok, certain environnement. Ça peut être pour l'eau, ça peut être pour l'air. Et dans mon cas, c'est celui de l'air. Et il peut être de différents types. Cette matière-là peut être de différents types. Et ces noms-là, je ne suis pas chimiste, mais ça a des noms chimistes. Il y a le PM25, on appelle ça particulate matter. Oui, ils sont de différentes variétés. Et en fonction de ce que l'industrie, de l'activité de l'industrie, il en découle aussi un certain type de pollutant qui de est rejeté pollutant. dans l'atmosphère. Oui. Et quels sont tes intérêts particuliers? Est-ce que tu travailles sur des types confondus? Est-ce qu'il y a voilà, des industries en particulier que tu cibles? Et quels sont ces pollutants qui sont tes centres d'intérêt? Ceux qui sont les centres d'intérêt sont les plus nocifs. Qui a, désolé, je ne connais pas le nom en français, c'est particulate matter 2.5. C'est celui qui est le plus Ok. nocif. Et je crois que à côté de ça, il y a également les nitrates. Je sais plus trop. Oui. Je connais juste Et, la formule et, physique. et, C'est une nitrate, c'est quoi? Ouais. et, et quelles sont les industries jusqu'ici qui dégagent ce genre de pollutants? Jusqu'ici, je ne connais pas encore parce que je ne fais pas partie de ceux qui collectent les données. Donc, il y a une équipe qui est À chargée quoi de collecter les ressemble données.
Et à quoi ressemblent les données que tu utilises pour tes modèles? À quoi ressemblent ces données? Je n'ai pas encore eu à utiliser, mais de la discussion que j'ai eue avec eux, il y a des capteurs, des sensors qui sont placés dans la ville, quitte à collecter la concentration des pollutants. C'est la concentration qu'on prend d'un certain type de pollutant en particulier. Donc, ça capte le pollutant en question, sa concentration aussi. Ouais. Donc, c'est ce type de données que Et j'ai quel est sur l'espace, le type. quel est l'es- quel est l'espace qui vous intéresse? Est-ce que ce sont les pollutants de l'air? Est-ce que ce sont les pollutants de l'eau, de la terre? Quels sont les pollutants, L'air, ou bien le regroupe de l'air, tu dis? de l'air, de l'air. Et ça capte après 30 secondes. Chaque 30 secondes, chaque 30 secondes, chaque 30 secondes. Oui. Mais sachant que d'un endroit X à un endroit Y, les concentrations sont certainement différentes. Et qu'est-ce qui oriente votre... Ouais, tu as dit que tu n'es pas de la team qui collecte les données. Je pense que... Mais si tu as une idée tout de même, quels sont les éléments qui orientent votre choix de l'aire de collection de ces pollutants ou bien de collecte des données? Tu veux dire la position avec laquelle les sensors sont placés dans la Non, ville? je veux dire, pourquoi est-ce qu'on installerait ces senseurs ou ces capteurs dans un coin de la ville A par rapport à un autre coin de la ville B? Hmm, Pour l'instant, il n'y a pas de préférence parce que c'est de façon arbitraire, parce qu'on ne connaît pas euh, quel est le point de la ville qui pourrait avoir une certaine forte concentration en pollutant. Donc, on le fait de façon arbitraire. C'est de là, en fait, que vient la difficulté dans le travail. Parce qu'il n'y a pas une Et, certaine et, et, logique dans la façon de placer tous ces sensors-là. Oui. et revenons On le sur ton fait, travail même. Oui, oui. vas-y, je t'en prie, on le fait. On le fait de façon arbitraire, quitte à ce que ça soit aussi transférable à une autre ville, pas seulement à Kigali. Tu peux arriver dans une ville que tu ne connais pas, oui. Tu ne vas pas placer les sensors en fonction. Et disons, tu connais rien concernant la ville. Tu sais pas si ici il y a une industrie et tout. C'est en plaçant des trucs de façon arbitraire. Aléatoire. Oui. Et Mhm. maintenant, il faut construire un modèle qui soit assez performant, qui t'a donné des réponses, des résultats assez accurate. Quitte à ce que, à préparer le Assez modèle de telle précis, sorte oui. que, oui, assez précis, oui, à préparer le modèle de telle sorte que, si les sensors sont placés même de façon arbitraire et que même certains sensors ne sont pas forcément proches de ces industries-là, qu'il faut que ça arrive à nous donner la localisation précise de ces différents endroits à forte concentration. Tu vois un peu? Ok, ok, ok. Et de façon bien plus technique ou bien précise, à quoi consiste ta tâche dans cet ensemble d'éléments? Tu parles de bâtir un modèle qui pourrait aider à trouver un endroit optimal où se trouve, où se localise la concentration des pollutants. Euh, Comment est-ce que tu modélises cette situation-là? Je demande juste de façon sommaire parce que voilà, je me dis, la position des senseurs, disons les senseurs positionnés de façon aléatoire, nous donnent une sorte de distribution en termes de l'intensité ou de la quantité de pollutants que ça peut capter à l'endroit où ça s'est trouvé. Maintenant, Oui, oui. obtenir ces informations, obtenir ces informations-là pour donner à un modèle, je présume un modèle d'intelligence artificielle ou bien, ah oui, un modèle d'intelligence artificielle que tu travailles dessus. Comment est-ce que le modèle est capable d'obtenir cette réalité-là qui existe dans le monde extérieur, sachant que ce n'est qu'une histoire d'information? Comment est-ce qu'il est capable de savoir que, voilà, idéalement, on aurait pu positionner ce senseur-ci
à tel endroit. Je ne sais pas si ma question fait son sens, Oui, oui, oui. mais est-ce que tu Oui, oui, ça fait pourrais son sens. donner des éléments de réponse dans ce sens-là? Oui, bon, tout d'abord, la localisation arbitraire dont je parlais, je parlais de position. Maintenant, ces senseurs, ils captent aussi en fonction de l'altitude à laquelle tu mets le senseur dans la ville. Et donc, le modèle en question prend des coordonnées spatiales et temporelles. Oui, donc les données que tu donnes correspondent à la latitude, la longitude et même l'altitude. La latitude, la longitude et l'altitude aussi. Donc, trois coordonnées. Et ajouté à cela, tu donnes également la coordonnée temporelle, qui dans notre cas est sur une période de 30 secondes. Et donc, OK, une fois après avoir donné cette donnée-là au modèle, il y a une certaine équation que suivent la distribution des pollutants dans l'air. Et cette équation-là, c'est OK. l'équation d'advection-diffusion. C'est une équation aux dérivées partielles. Donc, tu donnes également cette équation-là, tu configures cette équation dans le modèle. Et dans cette équation, c'est cette équation qui nous a permis de modéliser la dynamique des pollutants en fait dans l'air. Donc, elle prend en compte la concentration des pollutants et même la source de pollution, la fonction source de pollution qui donne la localisation de la source des pollutants. Donc, en résolvant, donc, tu vois, J'ai comme du, je suis en train de dire. j'ai du Donc, mal à savoir comment est-ce que l'équation dynamique ou bien l'équation aux dérivées partielles permettent de détecter la source des pollutants, sachant que, amen, les pollutants, par exemple, peuvent se trouver à une altitude, une longitude et un espace bien précis, mais la source peut être vraiment inconnue, vraiment aléatoire. Ça pourrait être dans une autre aire très distante de l'aire où les pollutants ont été détectés. Comment est-ce que d'accord. cette oui, comment est-ce que, quelle est l'information qui permet au modèle de savoir la source de ce pollutant? Est-ce que tu parles de source en termes de matière qui pourrait éventuellement générer ces pollutants ou tu parles de source en termes d'industrie? Je parlais de source en termes de localisation. Ok, Lo- ok, En ok. termes de localisation spatiale. Oui. Donc, si c'est ma maison, par exemple, qui est une source à forte concentration, il faudra que le modèle arrive à donner les coordonnées de ma maison. Tu vois? C'est dans ce sens que j'étais en train de parler. Oui. Ok. Donc, on a une source qui Je, dépend perço- de... Ouais. je C'est... percevais cela comme, admettons que nous sommes Vas-y. dans un espace aérien, admettons que nous sommes dans un espace où le pollutant est plus en rapport avec l'atmosphère et sachant qu'il y a une certaine dynamique telle que tu l'as décrit qui suit un ensemble de systèmes aux dérivés partiels. Mais le pollutant pouvant être en mouvement, pouvant justement être dans une dynamique, peut migrer d'un point à un autre, Mhm, indépendamment de la source même de ce pollutant-là. mhm. Comment est-ce que le modèle permet d'obtenir cette information de la source du pollutant, sachant que il pourrait migrer d'un endroit X à un endroit Y. OK. Chaque terme dans cette équation a une signification. C'est comme ça qu'on arrive à modéliser le mouvement du pollutant. Cette équation-là tient en compte même la vitesse du pollutant et même sa vitesse même aux bornes d'une certaine ville. Tu vois, tout ça est tenu en compte. Sa concentration à l'état initial est tenue en compte. Sa vitesse en fonction du temps est tenue en compte. Même sa vitesse dans le champ spatial est tenue en compte. Et même son taux de diffusion aussi est tenu en compte. Tu vois? Et c'est Oui. ça qu'on Donc tout trace ça est, par rapport au temps. oui, tout ça est contenu dans le modèle en question. Tout. Donc Ok, chaque terme dans le ok, modèle a une ok. signification particulière. C'est pas juste une équation
ordinaire comme ça. Tout ce qui est dans le Et, modèle et, a un but précis. Oui. et en quoi consiste donc ta tâche actuelle, la tâche sur laquelle tu es en train de travailler dans ton projet de façon, disons, actuellement, à quoi consiste ta tâche? À quel niveau tu te trouves dans ce grand spectre-là? Tu parles de ce que je suis en train de faire actuellement. Où est-ce que tu en es dans le projet actuellement? Je suis dans la partie coding. Oui, je suis en Ok, train de travailler sur mon neural network actuellement, qui est à le rendre suffisamment précis pour me ok. donner des résultats assez accurate. Oui. Et les résultats, notamment euh, la source de ces pollutants-là, ou alors la position spatiale de la source des pollutants. La position spatiale. Ce qu'il y a, c'est que lorsque tu as en face de toi, lorsque tu as un graphe en face de toi de ton domaine en question, lorsque tu fais un plot de la solution de ton équation, tu as une visualisation de la concentration des pollutants dans le domaine spatial. Et lorsque tu Ok, fais également une projection de la source, en fait, dans le domaine spatial, il faudra que ça corresponde les endroits, les régions à forte, où la source aura de plus grandes valeurs. Il faudra que ces régions-là correspondent également aux mêmes, euh, aux mêmes endroits où la concentration est forte. C'est là où tu pourras voir la cohérence entre les deux. Tu vois? ok, Donc, si ok. la C'est beaucoup fonction, plus clair. elle a de plus basses valeurs à une certaine région donnée, la concentration là-bas doit aussi être faible, suffisamment faible. Si elle a de plus grandes valeurs dans le domaine spatial, il faudra aussi que lorsque tu observes sur les concentrations des pollutants, cette région-là aussi, qu'il y a une certaine cohérence entre les deux. C'est comme ça qu'on arrive à Merci, juger les résultats. Brenda. Merci pour l'échange. Je retiens toutes ces différentes astuces que tu as partagées en rapport avec les bourses d'études et surtout, je n'avais aucune idée de ce que c'était des pollutants, tout ce spectre de recherche-là. Et ça fait toujours plaisir de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses. Merci pour ta disponibilité. Je suis convaincu que cet échange aura un fort impact sur des jeunes qui sont passés par des situations et qui pas seulement J'es- ceux qui sont passés par des situations similaires à toi. Je l'espère Certainement, aussi. certainement. Je te remercie encore pour l'échange et c'était réellement un plaisir de discuter avec toi. Je te souhaite une excellente journée. Merci, meilleur à toi. Ici, c'est le soir, hein. C'est pas une journée comme chez toi. Ah, Tu passes une... Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es intéressé par des bourses d'études, j'ai fait une formation complète sur des bourses d'études dont je te laisserai le lien dans la description. D'ici là, je te laisserai également le lien vers des vidéos, des interviews que j'ai fait avec des jeunes étudiants de partout le monde bénéficiant des bourses d'études dans les 4 coins du monde. Europe, Asie, Amérique, Afrique. Et je pense que leur expérience te permettra de mieux appréhender la réalité des bourses d'études et surtout à l'étranger. Alors je te donne rendez-vous dans ces vidéos-là. D'ici là, stay hungry, stay foolish.